Pierre, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le studio CCI. On est ravis ou de te recevoir. Peut-être on va se tutoyer, ça ira plus vite. Ce sera mieux. Ça ira mieux. On va regarder, on va étudier, regarder, revenir sur le wagon Tokyo. Avant de venir, je me rendais compte du nombre impressionnant de revues sur Google de 5 étoiles, si tu étais un restaurant sur 3 étoiles, je pense. Euh, Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter, nous raconter ton parcours jusqu'à la création du wagon? Alors, merci beaucoup de m'accueillir déjà. Je suis très très content d'être ici. Euh, Mon parcours. Alors, j'ai fait un parcours assez classique en France jusqu'à mes 23 ans, donc prépa, école d'ingénieur. Et juste après mon école d'ingénieur, je suis parti au Vietnam. Donc, j'ai passé 10 ans au Vietnam à travailler dans une entreprise d'externalisation de services. À Ho Chi Minh À Saigon, oui, à Ho Chi Minh City, qui est maintenant officiellement Saigon. Alors quand je dis travailler dans, c'est pas tout à fait exact. En fait, je suis fondateur associé, euh, donc pas cofondateur original, fondateur associé. Donc j'ai participé à la création de l'entreprise dès le début. Et donc on a monté cette entreprise de 5 personnes au début jusqu'à 300 employés en 2011. Ça a un petit peu chuté après, voilà. en France, donc? Au Au Vietnam, Vietnam. au Au Vietnam, au Vietnam. Vietnam. Donc basé au Vietnam, avec des employés majoritairement vietnamiens et qui travaillent et qui servent des clients tout autour du monde, principalement en France, mais aussi aux États-Unis et au Japon. Et, et en l'occurrence, la partie japonaise de la clientèle m'a amené à me déplacer au Japon. Euh, et petit à petit, m'a donné envie de potentiellement me transférer vers le Japon. Et alors, je crois que vous avez aussi ouvert à Barcelone. Il y a d'autres endroits que vous avez ouvert, non? D'autres villes, Euh, entre-temps. pour cette première entreprise, Ah, d'accord, on n'est pas dans le wagon. on n'est pas dans le wagon, on est D'accord. On toujours est dans toujours dans l'entreprise d'avant. Ok. l'entreprise d'avant. Voilà. Et ensuite, en 2000 alors, mon histoire avec le Japon commence en 2017. Je suis venu en mode backpacker, en mode touriste. 10 jours au Japon qui m'ont beaucoup, beaucoup plu et qui m'ont donné l'idée de m'installer à un moment. Ce qui ne va pas se passer avant 2013, enfin même 2016. Donc entre 2013 et 2016, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à faire des allers-retours entre le Vietnam et le Japon pour rencontrer des gens, me faire des connexions et puis aussi rencontrer les clients qu'on avait avec l'entreprise d'externalisation de services. D'accord. Et en 2016, j'ai sauté le pas. Je suis venu au Japon pour, à la base, ouvrir un bureau de représentation de mon entreprise du Vietnam. J'avais rencontré d'autres personnes qui m'ont petit à petit guidé aussi vers le wagon. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré mon cofondateur original pour le wagon. D'accord. Et donc, le wagon, qu'est-ce que ça apportait? Ça apportait une structure, une expérience, un mode de fonctionnement qui allait au Japon? Alors le wagon, alors pour moi c'était une expérience entrepreneuriale. C'était commencer une entreprise dans un pays que je connaissais assez peu finalement. Donc j'ai bénéficié de l'aide de mon associé sur ce sujet quand même. Et puis j'avais envie d'avoir quelque chose pour moi en fait. C'est-à-dire que sur les 10 premières années de ma carrière, je travaillais en tant que fondateur associé, mais j'avais pas vraiment eu l'idée de cette première entreprise. Et donc j'avais vraiment envie de commencer quelque chose de zéro, avec entre guillemets mon argent, mon énergie, et voilà. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis c'était un petit challenge aussi de monter quelque chose dans un pays que je connaissais pas vraiment finalement. Donc voilà, c'était une combinaison de beaucoup de choses. Ça me donnait aussi de la liberté. J'étais un petit peu fatigué de l'externalisation de services de mon entreprise d'avant. Et alors, qu'est-ce qui était facile et qu'est-ce qui t'a surpris en difficulté, en facilité dans ces premières années? Alors, les choses que j'ai trouvées faciles, finalement, c'était en l'occurrence pas très très compliqué de commencer une entreprise en tant qu'étranger. Hmm. Ça vient de changer sur la partie start-up. Pour obtenir par exemple un business manager visa, c'est une règle qui vient juste de changer malheureusement. Mais de manière générale, incorporer une entreprise, c'est quelque chose qui nous a pris 2 mois. Euh, sur les choses compliquées, c'est toujours la même chose, c'est la partie bancaire par exemple. La partie bancaire a été compliquée d'obtenir un compte en banque au début. Donc là évidemment on a joué avec le réseau. Ce qui a beaucoup facilité l'entrée, c'était le réseau. Donc ce que j'ai expliqué auparavant, le fait entre 2013 et 2016 de rencontrer des gens. C'est-à-dire qu'avant de m'installer
en vrai au Japon. Mm. J'ai rencontré peut-être entre 100 et 200 personnes qui vivaient au Japon, Et qui avait connu des choses que tu allais vivre plus tard ou qui... qui travaillaient dans des domaines qui m'intéressaient. Et je les avais aussi rencontrés sans agenda, sans idée de quelque chose à leur demander en fait. Donc c'était salut, on va prendre un café. Et voilà, on fait connaissance. Donc c'était un réseau sur lequel je pouvais entre guillemets compter parce que c'était pas des gens qui me rendaient service. Enfin, à la base. Voilà. Mm. Alors parlons du wagon lui-même, du modèle. Qu'est-ce qu'il offre, à qui il s'adresse et sous quelle modalité et qu'est-ce qui a été adapté à la clientèle au Japon? Enfin, est-ce qu'il y a des spécificités japonaises auxquelles tu as dû adapter le wagon? Hmm. Alors, le wagon, qu'est-ce que c'est? C'est, en deux mots, c'est un coding bootcamp en anglais, donc une école de programmation, formation accélérée. Et on aide les gens qui veulent changer de carrière, qui veulent s'orienter vers des carrières dans la tech, des métiers de la tech. Et donc concrètement, on a deux programmes différents. Un programme de développement web et un programme de sciences des données, data science. Et deux formats différents. Un format temps plein, donc lundi à vendredi pendant 2 mois, donc vraiment très intense, et un format à temps partiel, donc plutôt pour les gens qui travaillent, qui ne peuvent pas se permettre de quitter leur boulot, ce qui est très efficace, ce qui est très intéressant ici au Japon, parce que quitter son travail pour un étranger par exemple, parce que le gros de la clientèle est étrangère, quitter son travail, ça veut dire perdre son visa, ça veut dire, un peu d'incertitude. Voilà. Donc le fait de pouvoir proposer cette formation à temps partiel, par exemple, est très intéressant. Et la particularité du Japon, je dirais que l'ADN du wagon, c'est un ADN très entrepreneurial, donc des gens qui veulent faire de la tech ou se mettre dans la tech, mais commencer des entreprises, lancer des entreprises. Ce qui au Japon est un petit peu plus difficile pour les raisons de visa qu'on a vu. Et donc, je dirais qu'au Japon, on a plus de gens qui vont chercher du travail, donc qui vont devenir développeurs, plutôt que des gens qui vont lancer des entreprises, lancer des startups. Et est-ce que c'est une formation qui assiste d'autres métiers? C'est-à-dire, je ne sais pas si je suis rédacteur en chef de magazine ou j'ai un restaurant, ou est-ce que ça aide ça ou pas du tout? Alors, la formation, un des objectifs principaux, c'est orienter les gens vers des métiers de la tech. D'accord. Maintenant, c'est vrai que, et de plus en plus, savoir programmer, comprendre comment la science des données, ça marche par exemple, c'est des sujets de plus en plus contemporains. Et donc, moi, je dirais que c'est des formations qui peuvent s'adresser vraiment à tous. Alors, il y a une limitation de budget, évidemment, c'est des formations qui coûtent relativement cher, mais potentiellement, quelqu'un qui travaille avec des gens qui, par exemple, eux, travaillent dans la tech, ça peut aider beaucoup à comprendre comment les choses marchent finalement. Mais le profil général, enfin, s'il y avait quelqu'un un peu type, c'est quelqu'un qui veut changer de carrière ou c'est quelqu'un qui veut ou c'est les deux, ou quelqu'un qui veut se former pour faire mieux son travail avec les outils de la tech? Alors, c'est vraiment des gens qui veulent changer de carrière. Je dirais C'est vraiment 60 une à école. 70%. C'est vraiment une école Hmm. en formation accélérée. Et d'ailleurs, c'est aussi une question que les gens me posent. Est-ce qu'on peut changer de carrière en 2 mois, 3 mois? Hmm. Euh, La réponse est oui. Et puis, effectivement, 20-30% de gens qui s'intéressent à la tech, qui considèrent que se former, c'est important. Et je dirais que je pense que cette population, ou ce pourcentage, va grossir dans les années à venir parce que maintenant, on est tous exposés à des sujets tech Bien sûr. dans nos travails. Et alors, ta clientèle est en majorité étrangère et un peu japonaise. Est-ce que les formations sont adaptées à l'un et l'autre? Parce que, enfin, on a le sentiment que les Japonais sont assez en retard dans cette formation. Euh, Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils le rattrapent? Est-ce que donc le wagon est adapté aux deux types de formats? J'imagine que les cours sont en anglais, par exemple. Alors, le format des cours, c'est effectivement des cours en anglais. C'est du contenu qui est extrêmement structuré. Donc, il y a rien qui est laissé au hasard. Les cours sont prédéfinis, on sait exactement ce qu'on enseigne. C'est très positif parce qu'en fait, on apprend aussi de ce que nous-mêmes on enseigne. Il y a une itération sur le contenu des cours.
Sur la différence on va dire, de niveau entre peut-être les élèves internationaux et les élèves japonais, il n'y en a pas vraiment. Ok. Euh, je dirais que la vraie différence de niveau, elle vient surtout du niveau de préparation des élèves. C'est-à-dire que les gens qui se préparent un petit peu D'accord. plus vont être un petit peu plus à l'aise. Voilà. Donc il n'y a pas de différence significative. Mais vous pourriez presque être un module dans une école technologique ou de commerce ou autre chose. Vous pourriez presque être une unité Alors, d'enseignement. est-ce qu'on peut être un module dans une école? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en France D'accord. avec des partenariats universitaires euh, et donc des masters qui sont construits, qui sont combinés avec d'une part le wagon et d'autre part l'école de commerce. C'est le SCP, je crois, en France. D'accord. Voilà. Et à combien d'étudiants vous avez formé depuis les débuts? C'est quoi, 2017 ou c'est... Alors, la première session a été en février 2017, donc ça va faire presque 9 ans. Et donc, depuis 2017, on a formé environ 150 à 200 élèves par an. Donc, on est à 1000, Wow. 1100 élèves. Au début, c'était un peu moins de 250-200. Et est-ce que des PME ou des entreprises viennent vous voir qui vous proposez, je sais pas, des offres en groupe, par exemple? Ça peut être un choix de carrière individuel, mais ça peut aussi être un choix de modernisation d'une entreprise. Est-ce qu'il y a Alors, du B2B et du B2C? alors, tout à fait, on a une partie B2C et une partie B2B. Aujourd'hui, la réalité, c'est le B2C est quand même majoritaire. Donc, je dirais que 80-90% de notre chiffre d'affaires est fait sur le B2C. Ok. Et sur le B2B, oui, 10%. Donc on a des entreprises, des grosses entreprises qui viennent nous voir. Je ne peux pas trop donner de nom Ouais, ouais. malheureusement, mais ça va être c'est des besoins très précis sur des technologies du type, je ne sais pas, Power BI. Je veux former mes équipes à Power BI. Donc vraiment des besoins ad hoc. Je veux D'accord. former mes équipes alors les dernières tendances c'est l'AI, donc ça va être des sujets comme AI Agent ou N8N par exemple, qui est un outil très utile. Oui, Là, on ça change tous les jours. Justement, l'AI, moi je me rappelle, enfin, quand on a des enfants, on se plaignait il y a quelques années qu'ils n'étaient pas formés au coding. Maintenant, on lit que le coding est un truc qui va être facile grâce à l'AI. En Hmm. quoi l'AI vous impacte à moyen et long terme? Nous ou vous impacte d'ailleurs? Alors, en quoi ça nous impacte, c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en considération. Effectivement, la programmation en soi, c'est quelque chose qui est assez facile à automatiser. Et il y a plusieurs raisons pour ça. La raison, c'est parce que la première chose, c'est la quantité de données de programmation est immense. Des gens qui ont codé, qui ont écrit des lignes de code. Et d'ailleurs, toutes ces entreprises qui nous proposent des outils pour automatiser, ces entreprises elles-mêmes sont des entreprises qui écrivent du code. Donc Alimente. elles s'auto-alimentent. Exactement. Euh, et puis, la programmation, comment dire, ça se prête bien à l'IA parce que il y a un peu c'est vrai ou faux, c'est binaire presque. Ça marche ou ça marche pas. Euh, ce qui est moins le cas pour la philosophie, par exemple, ou avoir des idées. Il n'y a pas des idées qui marchent et des idées qui ne marchent pas. Hmm. Donc dans ce cas-là, effectivement, la programmation, il faut s'y mettre. Après, est-ce que ça remplace complètement les humains? Je pense que là-dessus, il y a un peu je dirais, de publicité mensongère. Donc ces entreprises comme OpenAI, Anthropic, par exemple, qui disent 90% de notre code est écrit par de l'IA, c'est probablement vrai en quantité, mais ils ont toujours besoin d'ingénieurs. Et on aura toujours besoin d'ingénieurs par la suite. Donc c'est quelque chose qui augmente la capacité des ingénieurs. Aujourd'hui, donc, après, donc ça fait une dizaine d'années que tu es au Japon. Est-ce que, moi, je suis frappé par le fait qu'il y a beaucoup de gens qui créent leur entreprise, plus peut-être parce qu'ils aiment le Japon que parce qu'ils aiment leur secteur. C'est-à-dire qu'ils pourraient faire la même chose, mais les conditions extérieures sont si agréables que en fait, on reste là. Enfin, moi aussi, d'ailleurs. Est-ce que c'est ton sentiment? Je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas le Japon comme un entrepreneur, comme toi par exemple. Est-ce Hmm. que c'est ton sentiment aussi, ou est-ce que tu as l'impression que c'est non seulement un pays qui est agréable à vivre, mais pour des raisons extra-professionnelles, mais où aussi il y a un marché, il y a des besoins qui seront toujours de plus en plus grands? Est-ce que tu te vois au Japon dans 10, 20 ans? Alors, est-ce que je me vois au Japon plus longtemps? J'ai pas énormément d'attaches, pour être tout à fait transparent. On pourrait dire, ma femme n'est pas japonaise, par exemple. J'ai pas vraiment d'attache familiale avec le Japon. J'aime beaucoup vivre ici, c'est extrêmement agréable.
Est-ce que je me vois vivre ici plus longtemps? Je sais pas. Mmh. Voilà. Euh, le Japon, est-ce que c'est un bon potentiel, un pays d'entrepreneurs? Oui, je pense. C'est son propre marché. Mmh. Il y a aussi de plus en plus d'étrangers et je pense que de plus en plus, il y a des services qui sont orientés uniquement vers les étrangers. Euh, Après, en tant que, par exemple, entrepreneur étranger qui s'adresse à un marché comme le Japon et qui potentiellement vise le marché B2C, je pense que c'est un marché qui est très très compliqué. Il faut vraiment, enfin, c'est comprendre Le marché est le compliqué. marché est compliqué. Comprendre le marché est compliqué. Mais en s'adressant en grande partie à des étrangers, cet obstacle est évité, en fait. C'est ça, oui. Donc en s'adressant, nous, on ne s'adresse pas particulièrement à des étrangers, mais c'est vrai que, et c'est ce que je dis assez souvent quand les gens me demandent comment tu as monté une boîte au Japon, je dis j'ai pas vraiment eu le sentiment de monter une boîte au Japon. Mmh. J'ai monté une entreprise dans un microcosme qui est majoritairement euh, étranger. Et donc mon expertise du marché B2C au Japon, elle est assez limitée en fait. Mmh. J'ai pas vraiment cette expertise. Et le Japon représente quoi dans la galaxie du wagon aujourd'hui, comme pays? Alors, c'est une excellente question. Dans la liste des pays, on a alors pour le wagon, il y a 27 campus aujourd'hui dans le monde. Donc, c'est une entreprise qui est Oh. mondiale. Et le Japon est dans le top 5. Ah oui. Dans le top 5. Donc, juste, je dirais derrière les pays, les villes historiques, qui sont Berlin, Paris, Londres. On va retrouver, je crois, peut-être Rio au Brésil. Et ensuite le Japon, ensuite Tokyo. Et le contenu a beaucoup changé en 8 ans, même si les standards Est-ce que continuent. le contenu a changé? Ah oui, 80% du contenu a changé, oui. 80%. On a une façon de changer le contenu qui est assez efficace et assez itérative. Donc après chaque session, on demande aux clients, enfin on demande aux élèves, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu, et on essaie de comprendre les intérêts aussi. Et en fait, on a une équipe contenu qui va modifier le contenu comme ça. C'est assez facile parce que notre contenu est structuré en jours. Donc 9 semaines, c'est 45 jours. Et donc on peut modifier un Un jour, module ou un l'autre. module exactement. Et est-ce qu'il y a des gens qui viennent se reformer? Vous avez eu ça, des repeaters ou non, la nature de la formation Alors on a des repeaters parce qu'on a deux formations. On a une formation web dev et une formation sciences des données. Et en fait, on a assez souvent des élèves qui font la formation web dev, qui vont ensuite s'intéresser à la formation sciences des données, qui est une formation un petit peu plus exigeante techniquement, et donc qui est une bonne, on va dire, transition. Et c'est d'autant plus facilité par le fait que depuis 3 ans, le gouvernement aussi japonais sponsorise une partie de nos formations, une grosse partie des formations. Oui, parce que j'ai vu que vous êtes, alors ça m'a stupéfait, vous êtes habilité par Hello Work. Exactement, oui. On est habilité par Hello Work, donc qui est l'organisme normalement qui gère le chômage, mais qui aussi gère la partie formation. Donc c'est l'équivalent en France Et de Pôle du emploi droit ou individuel, du ouais. droit individuel à la formation, par exemple, Ah oui, d'accord. ou compte individuel pour la formation, CPF, je crois que ça s'appelle comme ça. Et donc qui sponsorise entre 50 et 70% du prix des formations. Donc ils considèrent que le wagon est d'utilité publique un peu. Ils considèrent que le wagon est d'utilité publique et on doit aussi reporter nos données. Enfin, on doit expliquer combien de personnes trouvent des emplois, etc. Donc on a aussi une accountability par rapport à ça. Je suis désolé, mon français est devenu catastrophique. Mais Une responsabilité, on va dire. parce que je ne vois pas d'autres exemples d'entreprises étrangères, je ne connais pas, mais soutenues financièrement par l'État japonais. Enfin, ça existe sans doute, mais en formation, vous devez être assez unique. Alors en formation, oui, c'est assez unique. C'est assez bien fait et la façon dont ils ont validé notre formation est assez intéressante. Bon, déjà, il y a beaucoup de papiers, évidemment, mais ensuite, ils nous ont demandé un accès direct à notre contenu de formation et ils vont vérifier le contenu de formation jour par jour. Tout ça en anglais, donc c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement poussé. Donc c'est pas une accréditation qui a été donnée comme ça à la va-vite. Oui, ils ont vraiment étudié la ils- chose avant de vous donner leur homologation. Ils ont vraiment regardé le contenu, oui. Ouais. D'accord. Sylvain, merci beaucoup. Toute personne intéressée va sur le site web, c'est Lewagon Tokyo, Lewagon.com, lewagon.com. lewagon.com/Tokyo et vous trouverez Tokyo. Merci beaucoup. Merci beaucoup.